Bonjour Noémie Kiskova, nous sommes aux Ateliers Berthet où vous présentez L'Enfant brûlé, d'après librement adapté d'un roman qui est de Stig Dagerman. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces quatre personnages, des liens qu'il y a entre eux et ce qui vous a intéressé finalement dans ce qui se jouait entre ces quatre personnages? Alors donc, toute l'histoire, elle est articulée autour d'un personnage qui, en l'occurrence, chez nous, ne quitte jamais le plateau, et dans le livre, il est toujours au centre, qui s'appelle Bengt, qui est un jeune garçon qui a 20 ans. Alors, il y a quatre personnages visibles, mais il y en a un cinquième qui est vraiment essentiel, qui est donc la mère de ce jeune garçon, Alma, qui est morte. Et le livre, comme le spectacle, commence le jour de l'enterrement de cette femme. Il y a Knut, qui est donc le père de Bengt, Gun, qui est la maîtresse du père et qui deviendra la belle-mère, et Berit, qui est une jeune femme qui est la fiancée de Bengt. Donc ça, on est vraiment au début de l'histoire. Et effectivement, ça m'a intéressée. Dans le roman, il y a plusieurs autres personnages, et notamment les tantes, qui sont les sœurs du père, que moi j'ai choisi de ne pas garder parce que je voulais vraiment justement me rapprocher de ce quatuor-là, qui va être aussi rejoint par un cinquième qui est donc un chien. Et donc l'idée, c'était vraiment de raconter, vraiment de pouvoir développer cette fiction dans une zone intrafamiliale. C'était vraiment extrêmement important. Et comment les choses se tissent, se dénouent, se nouent. Et donc il y a vraiment... il y a un rapport un peu triangulaire, c'est-à-dire que le fils, comprenant que le père avait une maîtresse avant la mort de la mère, va développer une sorte de haine. Voilà, après qu'on analyse comme on veut, qui est bien plus complexe qu'une haine simple. Oui. Mais voilà, il y a cette chose-là. Et du coup, va s'installer entre la belle-mère que Knut va présenter dans un deuxième temps à son fils, une relation amoureuse. Et donc, on arrive sur un triangle amoureux de nature incestuelle. Et nous, ce qu'on a poussé dans l'adaptation, c'est que cette chose-là est absolument triangulaire, c'est-à-dire qu'à aucun moment le père disparaît de cette histoire d'amour. C'est-à-dire que la question qu'on pose, c'est si finalement on est quand même dans un questionnement sur la zone amoureuse comme espace de réparation après la mort de la mère, avec cette belle-mère, mais aussi si finalement c'est pas le père qui cherche à travers tout ça. Voilà. D'accord. Oui, donc vous avez resserré l'intrigue autour de ces personnages, peut-être aussi pour en renforcer la force, enfin pour créer une sorte de huis clos qui est renforcé aussi par la scénographie. C'était très. Il y a dans le roman, il y a une multitude de lieux qui existent. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était d'en figurer seulement deux. Donc, il y a effectivement l'appartement qui est assez étouffant, qui est vraiment où on aperçoit effectivement à l'arrière-plan la chambre du père, et il y a une porte qui mène à la chambre du fils qu'on ne voit jamais, et une cuisine qui est située mais qui n'est pas visible. Hors champ presque. Ouais, voilà. Qui est complètement hors champ. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment la première, et qui est dans un espace urbain, c'est-à-dire qu'il y a aussi la rue qui existe de manière sonore, et qui est, voilà, et qu'on voit, qui est donc en contrebas du socle, qui est vraiment l'espace de jeu pour les actrices et les acteurs. Et ensuite, effectivement, on passe sur une île où il y a un cabanon, et où il y a de l'eau, effectivement, où ils peuvent nager, qui représente la mer. Voilà, qui est une île pas loin de Stockholm. Et en fait, l'idée, c'était vraiment, au-delà, évidemment que c'est le berceau d'une fiction qui s'y déroule, ces lieux-là, il y a surtout comment les corps se déploient différemment. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement contraints par l'intérieur dans l'appartement, et au contraire, les corps peuvent se déployer beaucoup plus facilement, montrer de la peau, ce qu'on a très peu sur la première partie qui se passe dans l'appartement. Dans l'île. Et donc en fait, c'est aussi d'autres énergies, et nous on l'a en plus poussé en démicrotant les acteurs sur toutes les scènes qui sont dans l'île. Voilà, oui, il n'y a plus de micro, et donc en fait c'est leur voix qui porte, alors que dans l'espace fermé de l'appartement, disons que les voix sont beaucoup plus au premier plan. Et puis, effectivement, le fait qu'il n'y ait plus de micro à ce moment-là, on a l'impression que c'est peut-être la seule fois où les personnages pourraient parler vrai, sauf qu'ils ne saisissent pas cette chance. Mais il y a cette impression quand même pour le spectateur. C'est intéressant. Et ben c'est super.
si c'est la sensation que vous avez eue. Nous, on envisage vraiment ce moment de première île. Et ensuite, effectivement, quand ils sont tous les deux, Gun et Bengt, la belle-mère et le fils, comme une possibilité peut-être de s'arracher au monde et au destin qui va être les leurs. Il y a effectivement cette chose-là. Et le parler vrai, c'est toute l'histoire. Pour moi, ça a été le gros travail. C'est-à-dire qu'à aucun moment, en tout cas, ce qui est dit à l'autre. C'est-à-dire que l'endroit de la parole, je crois chez Dagerman, et puis que j'ai un peu poussé les curseurs dans le spectacle, c'est-à-dire que la vérité n'est jamais à l'endroit de la parole. Et même quand le personnage, donc Bengt, s'écrit des lettres à lui-même puis aux autres, il est constamment dans le mensonge et dans la fabrication de ce qu'il voudrait paraître. On est vraiment sur l'archétype d'une personnalité narcissique absolue, avec ce garçon. Donc voilà, la question du parler vrai, elle est très... Ouais, c'est la grande interrogation de ce spectacle. C'est-à-dire que... Et en tout cas, et qui est aussi une sorte de postulat que moi j'affirme, qui est que je ne crois pas que la vérité soit à l'endroit de la parole, et quand on se dit des choses, c'est à cet endroit-là qu'on se dit la vérité. Mais par contre, les corps, eux, et les liens, et les vides, et les pleins qui sont entre les corps, par contre, eux, parlent vrai. Oui. Et sinon, revenons sur la scénographie qui, à mon avis, est très étonnante parce qu'on a l'impression que là aussi, il y a une espèce de contrainte, comme si vous aviez voulu que le regard, il y ait des limites au regard, qu'il y ait des obstacles au regard et que là aussi, le spectateur ne puisse pas avoir une liberté. Voilà, il y a plein de choses qui échappent à son regard et qui sont comme des murs déjà créés par la scénographie. Ça, c'était quelque chose qui était vraiment un point de départ pour moi. Des fois, on a des sensations comme ça, des évidences qui sont difficiles à nommer, dont on ne peut pas forcément expliquer la raison et la cause. Il y a une chose, c'est que moi déjà, dans mon travail, je crois, je laisse une grande place à celui qui regarde, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour surligner, je suis là pour montrer, donner à voir et que la personne puisse faire un chemin. C'est vraiment quelque chose auquel je crois et j'aime quand on me laisse cette liberté-là de spectatrice. Ça, c'est la première chose. Et puis, c'est vrai qu'il y avait cette question du deuxième plan qu'on voit de manière fragmentaire, parcellaire, et qu'on soit obligé ou parfois on n'a que le son, et qu'on soit obligé de recréer avec qui on est. L'image manquante qui sera jamais la même si on est l'une à côté de l'autre, ce sera jamais la même pour vous que pour moi. Voilà. Et ça m'intéresse. Et que effectivement qu'on soit à gauche du gradin ou à droite, effectivement, le spectacle sera pas le même et vous ne verrez pas les mêmes choses. Ça m'intéressait d'un point de vue formel et puis d'un point de vue de ce que ça raconte. Et aussi, c'est la question du point de vue. C'est-à-dire à aucun moment, même si je me suis vraiment fort émancipée de l'œuvre initiale, il y avait quand même cette chose où je voulais surtout pas qu'on nous... Moi, j'essayais de vraiment rester très en conscience du fait que je partais d'un roman. Et que du coup, que ma première approche à ce roman était une lecture faite dans la solitude qui impose le fait de lire un livre, dans mon intimité de lectrice. Et donc aussi de ne pas montrer, de donner à voir que de manière sonore ou de donner à voir parfois de manière parcellaire, ça oblige aussi à être au même endroit qu'un lecteur, c'est-à-dire de comment on lit cette phrase-là, comment on la traduit par rapport à notre imaginaire et qui on est. Et donc ça, c'était vraiment à cet endroit-là le travail qui s'est fait. Et après, il y avait cette question effectivement du deuxième plan et de l'embrasure, qui est un truc que moi j'ai découvert dans les films de Bergman, où il fait beaucoup ça en fait. Il se met vraiment à l'extérieur de la pièce et il filme, on a au premier plan l'embrasure. Et qui est vraiment quelque chose qui existe aussi chez un peintre danois, donc c'est vraiment dans la zone scandinave qui s'appelle Hammershøi, et moi ça me bouleverse beaucoup. Cette chose où on pénètre mais on reste quand même à la lorée et on ne devrait pas voir mais on voit quand même où on devine. Voilà. Donc il y avait cette chose-là qui juste me plaît en fait, pour laquelle j'ai pas forcément de... voilà, c'est quelque chose où j'aime bien qu'il y ait un effort et qu'il faille tendre un petit peu et qu'on donne pas tout au premier plan. Voilà, ça c'est mes goûts.
Voilà. Mais d'ailleurs, dans la mise en scène, c'est vrai que les acteurs sont souvent encadrés ou dans un encadrement de porte et il y a un regard de l'un vers l'autre, mais qui est lui aussi parcellaire puisque on se penche, mais on ne voit qu'une partie de ce qui se déroule aussi pour même les acteurs, enfin les personnages de la pièce. Oui, oui, c'est ça. On a effectivement une scène où de relation sexuelle entre le père et sa compagne qui est vue à travers une embrasure par le fils, ouais. Ouais, ça existe. Et vous parlez aussi, c'est vrai que dans le spectacle, il y a un vrai travail sur le son et sur une épaisseur sonore qui apporte une espèce de matérialité. Vous parliez d'imaginaire aussi et le silence aussi qui est important. Ouais, il est fondamental, le silence. En fait, pour moi, c'est très organique. En tout cas, dans ma manière de faire, pas dans la vie, mais dans ma manière de penser un spectacle. Et c'est vraiment un travail qui est le gros du travail avec les actrices et les acteurs avec lesquels je travaille, qui est que vraiment, on ne va pas d'une réplique à une autre. C'est-à-dire que vraiment, ce qui est dit n'a aucun intérêt. Globalement, à part à certains moments, mais globalement, le centre de l'histoire ne se passe pas dans la parole, mais dans ce qui se passe entre les dialogues. Et aussi, c'est comment on reçoit. Et donc, vraiment, moi, et quand on réfléchit à ça et qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qui va être dit et pourquoi cette chose-là me fait dire cette chose-là, mais qu'est-ce qui se passe, ça peut être absolument l'inverse de ce que je vais dire. En fait, tout ça impose une certaine temporalité qui est liée au silence. Et après, c'est une manière d'entendre le monde. C'est-à-dire que effectivement, dans la vie, on laisse des silences quand on se parle, dans une maison, dans sa famille, avec ses enfants, avec son mari. En fait, on ne se répond pas jamais du tac au tac. Et effectivement, il y a quelque chose, oui, qui est une rythmique qui, pour moi, est plus proche de la vie. Quand il y a ces silences-là, et que pour moi, c'est à ces endroits-là, entre les phrases, que se joue ce que je veux raconter. D'accord. Et après, on le reçoit pas. Ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, c'est très clair pour les acteurs et pour moi. Et c'est vraiment un gros travail qu'on fait. Il est vraiment à cet endroit-là. Et justement, parlons du travail avec les acteurs. C'est vrai qu'il y a cette violence qui est intrinsèque au personnage, mais là aussi, le travail, c'est pas du tout un travail qui offre... comment dire, la violence, elle est là, on la sent, elle arrive parfois de façon extrêmement brutale. Comment vous avez travaillé ça avec les acteurs, sachant que là aussi, on sent que parfois, elle est là, même si elle n'éclate pas encore? C'est un état de corps et un état de tension. En fait, cette chose, elle est possible, et c'est pas du tout naïf que de dire ça, parce qu'il y a beaucoup d'amour au plateau et qu'on est sur un espace absolument protégé. C'est-à-dire qu'il peut rien leur arriver et ils s'aiment très très fort, et moi je les aime très très fort. C'est hyper important. C'est-à-dire que ça permet du coup d'instaurer cette chose, parce que ça reste du jeu, qui en fait à aucun moment ne peut les fragiliser en tant qu'acteurs sur le plateau. Je dis ça parce que c'est fondamental en fait, dans l'endroit de travail où on est, parce que ce qui est demandé à ces actrices et à ces acteurs, bon alors ils ont un talent fou, mais moi le gros travail que je leur demande, c'est d'enlever les acteurs qui sont. C'est-à-dire c'est pas un rapport de vérité, ça on s'en fout, mais vraiment d'enlever toutes les couches, et ils sont très en porosité les uns avec les autres et très à nu. Ce qui est pour moi une des plus grandes performances d'acteurs qu'on puisse faire. C'est pas du tout d'enlever l'acteur qu'on est et les endroits de rendez-vous qu'on peut trouver pour se protéger. Voilà, c'est pour moi c'est pour moi quelque chose qui est très beau. En tout cas, moi, je leur demande le contraire. Et pour moi, il y a quelque chose qui est très difficile à faire et qu'ils font admirablement bien. Voilà. Et donc, c'est encore une fois, cette chose, c'est vraiment une tension d'état de corps. Et la tension que vous ressentez, vous, si vous adhérez à ce spectacle-là, c'est les silences qui y sont mis, en fait. C'est les silences qui y sont mis. Parce que en fait c'est vous qui vous racontez ce que vous vous racontez. Il n'y a pas forcément de tension de corps, quoi. Ils sont eux en tension, mais pas entre eux, mais c'est le récit qui en est fait par votre corps à vous, par exemple, et comment vous ressentez. Les espaces de silence sont des espaces de récit pour celui qui regarde. Oui, parce qu'il y a quand même des scènes, notamment je pense au viol sur scène de Bérite, et
Et c'est vrai que il n'y a pas aucun voyeurisme, mais il y a une image qui est extrêmement forte. C'est là, c'est présent, et puis même c'est là un petit peu avant par la voix off à un moment donné. Donc cette violence, elle est là, mais elle est coupée au noir après, puisque vous utilisez beaucoup le noir, le cut au noir, je trouve. Oui, parce que je fonctionne de manière... on est sur un an, donc ça oblige à des ellipses. On n'est pas au cinéma. Et voilà, et c'est mon langage. C'est-à-dire que j'ai besoin de... Oui, on repart à un autre moment et je ne sais pas comment le figurer autrement que dans les noirs. Voilà. C'est ma rythmique à moi. Voilà. Pour le viol, ça a été une vraie question parce que c'était très compliqué pour moi de leur demander ça. Même s'ils s'aiment très fort et qu'il n'y a pas de souci pour eux, cet endroit de... Je ne voulais pas provoquer. Voilà. Et je ne voulais pas montrer de la violence... sans qu'elle soit absolument justifiable et justifiée. Parce que c'est pas agréable en tant que spectateur, et ça je l'entends absolument. Donc au départ il y avait cette scène sonore qui est un viol, et qui du coup est celui qui écoute entend ce qu'il veut entendre et ce qu'il doit entendre, selon moi. Sauf qu'à un moment donné, Bengt devient effectivement ce garçon qui détruit, parce qu'il souffre. Après, la grande question, c'est est-ce que tout se justifie ou pas? C'est la question que je laisse en suspens au spectateur. Moi, j'ai ma réponse. Mais à un moment, on doit montrer ce qui est... À un moment, il faut montrer. C'est-à-dire qu'on a quand même une jeune femme qui déjà dit non et un garçon qui continue. À un moment, c'était évident qu'il faudrait qu'on montre ça. Donc, on le montre de manière extrêmement pudique, finalement. Mais c'est une vraie scène de viol qu'on coupe très vite. Mais elle est là. Il n'y a pas de doute. En fait, le son permet, on travaille avec qui on est, on se donne l'explication par rapport à qui on est. À partir du moment où on montre effectivement ce garçon sauter sur cette jeune fille, la déshabiller, lui tirer les cheveux, se déshabiller et foncer sur elle, ça n'a pas d'autres mots et d'autres possibilités de mots que celle d'un viol. Donc il y a un moment, il fallait que le plateau l'affirme aussi. Je vous remercie beaucoup pour Merci cet entretien. Beaucoup. Merci.